Samuel Fréchette ne travaille pas à la Banque centrale du Canada et pourtant, il fabrique légalement de la monnaie dans son garage. C'est ce que je cache ma ferme de Bitcoin. Ici, Samuel mine de la crypto-monnaie. Il fait travailler ses ordinateurs pour créer de précieuses unités numériques grâce à une technologie, la blockchain. Ces machines-là, ils vont recevoir des requêtes de la blockchain pour calculer des équations précises. Et la première machine qui résout l'équation va recevoir la récompense payée en crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie peut valoir très cher ou vraiment pas cher. Ça dépend vraiment de elle qu'on va choisir. Donc, dans ces machines-là, on va miner ce qu'on appelle de l'Ethereum, qui est la deuxième monnaie la plus populaire actuellement dans le monde. Une fois en poche, les crypto-monnaies peuvent rendre riches, à condition de bien choisir l'endroit où installer ces machines. Pour comprendre les enjeux d'un marché qui explose, nous retrouvons un entrepreneur qui tient à rester discret. Entre ses murs, Pierre-Luc Quimper a lancé une véritable usine de production de crypto-monnaies. Le Québec, en ce moment, c'est le meilleur endroit pour faire du mining sur la planète parce que le climat est favorable pour notre industrie et aussi le prix de l'énergie est vraiment bas. Donc, pour notre type d'industrie, c'est les deux meilleurs mix. Un froid polaire pour éviter la surchauffe des machines, de l'électricité durable et pas chère, les investisseurs étrangers sont séduits. L'entreprise publique Hydro-Québec se prend à rêver de pouvoir bâtir une Silicon Valley de la crypto-monnaie. De très gros joueurs de l'industrie des crypto-monnaies nous ont approchés. On parle de plus d'une centaine d'entreprises qui sont entrées en contact avec nous. On n'a pas de chiffres, mais c'est certain que c'est dans les millions, dans les dizaines de millions, là, les revenus supplémentaires que ça pourrait faire rentrer dans les coffres ici. Signe d'un boom économique, le géant chinois des crypto-monnaies Bitmain doit bientôt s'installer dans la région. Le Bitcoin avait pour ambition de départ de devenir un moyen de paiement. La crypto-monnaie est certes encore jeune, moins de 10 ans, mais elle ne tient pas vraiment toutes ses promesses. En fait, le Bitcoin doit relever 6 défis avant d'arriver à maturité. Le premier est celui de la volatilité. Les cours peuvent varier de 10% en une seule journée. Et ça, c'est rédhibitoire pour les consommateurs ou pour les commerçants. Pour les traders, au contraire, c'est une aubaine. D'ailleurs, Goldman Sachs vient d'ouvrir un desk de trading. Et puis 2 bourses de Chicago ont lancé des contrats à terme sur le Bitcoin. Mais c'est à double tranchant. D'un côté, ça légitime le Bitcoin, d'un autre, ça met à disposition des traders un outil de spéculation. Comment les cours vont réagir à l'arrivée de ces investisseurs institutionnels, c'est là une question majeure de 2018. Le deuxième défi, c'est celui de la régulation. Il faudra au moins en partie réguler le Bitcoin, ne serait-ce que pour dire si c'est une devise, une matière première ou un titre financier. Rien qu'en matière de fiscalité, cela aura des conséquences énormes. On ne taxe pas une devise comme on taxe un titre financier. Mais la régulation risque de faire perdre l'un des atouts principaux du Bitcoin qui fait sa valeur, à savoir ne dépendre d'aucune autorité centrale. La sécurité, c'est vital. Or, dans le monde du Bitcoin, les histoires de vol et de piratage sont légion. C'est un problème à double titre. 1. Ça crée des corrections des cours. 2. Ça sape la confiance. Pour que les particuliers utilisent le Bitcoin, il faudrait qu'ils multiplient les dispositifs de sécurité. Or, pas sûr que les personnes lambda aient l'envie ou les compétences de le faire. En plus, en cas de problème, elles n'auraient aucun recours, aucune garantie et aucune personne à qui s'adresser. Un autre défi est celui de la gouvernance. En effet, la communauté est très divisée sur l'évolution du protocole. Il y a déjà eu des divisions, notamment celle qui a donné lieu à Bitcoin Cash. Par ailleurs, de nombreuses autres monnaies se développent et se lancent en concurrence du Bitcoin, comme Ethereum ou Ripple. Bitcoin ne sera donc pas forcément la monnaie dominante éternellement. On ne sait pas combien d'électricité il faut pour faire fonctionner le réseau Bitcoin, mais on sait qu'il en faut beaucoup. Or, comme les mineurs, c'est-à-dire ceux qui valident les transactions avec leurs ordinateurs, sont en majorité basés en Chine, pays du charbon, on soupçonne que le Bitcoin soit une plaie pour la planète. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe, car ces mineurs peuvent s'installer au pied de barrages hydroélectriques en surcapacité. Mais une chose est sûre, le Bitcoin a un problème d'efficacité énergétique. Le dernier défi est celui des frais de transaction. Tel qu'il a été élaboré, le réseau Bitcoin peut valider 7 transactions par seconde. Du coup, le réseau est vite saturé. Pour qu'une transaction soit validée plus vite, il faut payer jusqu'à 25 $. Dans ces conditions, le chemin pour devenir un moyen de paiement sera long, vraiment très long, et on n'est pas prêt de payer sa baguette en Bitcoin.
Allez, je vous emmène au Québec cette fois-ci, qui serait peut-être la terre promise des fermes de Bitcoin. Des températures glaciales, de grands espaces bien sûr, mais aussi des tarifs d'électricité plus que compétitifs, de quoi séduire les mineurs de crypto-monnaies dont les ordinateurs sont très gourmands en énergie. Mais depuis quelques jours, le gouvernement québécois et Hydro-Québec, l'opérateur historique, menacent d'une augmentation des prix pour faire face à la demande. Visite de ce futur Bitcoin Land dans la région de Montréal.